Alors, donc première intervention, Sissi, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Bonsoir à tous. Donc, je te propose de démarrer par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Tu es freelance depuis 1 an aujourd'hui, oui. Donc bon anniversaire. Parle-nous un peu de toi et de ce que tu fais. Ok. Bonsoir tout le monde. Donc, je crois reconnaître quelques têtes ici. Peut-être que j'ai eu l'occasion de croiser pendant les événements de freelance. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Merci beaucoup. Donc pour ma part, comme Valentin a dit, ça fait 1 an que je suis freelance. Je travaille dans l'accompagnement au changement pour les projets de transformation, essentiellement avec les grands groupes, donc actuellement sur Lyon. Alors, voilà. Est-ce que tu peux vulgariser ce que ça veut dire accompagnement au changement? C'est une espèce de gros mots, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Oui, c'est vrai. Alors oui, changement en fait, ça peut venir de différentes causes. Donc, je pense qu'actuellement, on connaît tous la digitalisation. C'est ce que la plupart des grands groupes connaissent aussi. Donc, il y a pas mal de mouvements qui sont créés à partir de cette digitalisation. Donc, digitalisation ne veut pas simplement dire un changement d'outils, mais ça veut dire aussi parfois un changement d'organisation, un changement de process, un changement de façon de travailler, peut-être aussi la culture de l'entreprise. Donc, ça remet pas mal en cause en fait, des choses qui sont autour. Donc moi j'accompagne en fait les personnes qui sont impactées par le changement. Donc en amont je vais accompagner le client pour savoir quelle est la situation actuelle, quelle est la situation ciblée, donc la situation qu'on veut y aller, et évaluer en fait les impacts du changement, que ce soit humain, process, outils, culturel aussi. Donc par la suite du coup j'établis en fait un plan d'action avec le client, donc un plan d'accompagnement plus précisément sur les différentes actions. Enfin, on a différents leviers en fait en accompagnement au changement qu'on peut activer en fonction du besoin de client. Moi j'aime plutôt l'approche sur mesure, donc je prends toujours le temps de comprendre les problématiques du client. Je travaille beaucoup sur le côté plan humain. Quand je dis les changements, les impacts, c'est vraiment le côté humain que je parle. C'est est-ce que les personnes sont bien au courant de ce qui va se passer? Est-ce que les personnes sont bien accompagnées? Est-ce qu'ils sont informés, formés, afin que le changement se passe au mieux? Parce qu'on sait tous que le changement n'est pas humain. Les humains n'aiment pas le changement, c'est pas inné. On a tous nos habitudes, etc. Donc venir finalement bouleverser cette habitude, ça peut être douloureux pour certaines personnes. Donc, mon rôle, c'est vraiment essayer de faire en sorte que cette transition se passe au mieux. Ok, donc si on comprend bien, tes clients, c'est plutôt des grosses boîtes. Oui. Très intéressant. Et ce que je te propose là, dans les minutes qui viennent, c'est qu'on creuse un peu le processus de comment tu trouves des clients. Oui. C'est un peu l'étape 1 quand tu te lances en freelance, c'est voilà, j'ai mon activité, je sais plus ou moins ce que je veux faire, je sais ce que je veux vendre, maintenant à qui je le vends et comment je trouve des clients. Est-ce que tu peux nous parler de quels ont été les leviers, les canaux qui t'ont permis de trouver tes premiers clients? C'est notre intéressant que c'est des grosses boîtes, donc c'est pas forcément évident quand on se lance d'aller tout de suite voir des grosses boîtes. Comment t'as fait? Alors je pense que c'est beaucoup lié à mon expérience, parce que j'ai commencé en fait ma carrière en alternance chez Schneider Electric, donc c'est déjà une grosse boîte. À Grenoble à l'époque, et je me rappelle ça a été très fastidieux de trouver au début, parce que justement ces boîtes sont souvent inaccessibles lorsqu'on est junior, qu'on n'a plus d'expérience, mais malgré tout je pense que j'ai joué beaucoup sur les atouts de mon profil, tel que je parle plusieurs langues, le fait de comprendre en fait plusieurs cultures, c'est une force pour ces grosses boîtes parce qu'ils ont besoin. Donc ça c'était au début, donc le fait d'avoir donc au tout début, c'était vraiment, on va dire, les manières assez traditionnelles de trouver, donc CV, lettre de motivation, etc. J'allais dire, t'as contacté les boîtes en disant vous, je sens qu'il y a du changement chez vous, là, je vous contacte, t'as fait ça? Alors au tout début, je faisais pas que conduite de changement, c'est un métier que j'ai découvert vraiment au fur et à mesure. Donc au début, j'étais junior en marketing en fait.
d'offres. Donc j'ai accompagné 2 offres marketeurs qui développent leur offre. Donc j'ai découvert un peu le monde du marketing commercial dans le grand groupe, dans le cadre de Schneider Electric. Donc oui, comme je disais, c'était très fastidieux parce que j'ai dû postuler peut-être une centaine de lettres de motivation et de CV avant d'avoir 2 offres qui correspondent un peu à mes attentes. Mais heureusement, par la suite, ça a été beaucoup plus facile. Et je vais vous expliquer du coup quelques-uns de... Eh bien, explique-nous. Voilà. Une fois que tu as tes premières missions, après comment tu passes, tu fais en sorte d'avoir une activité qui est stable, qui est rentable, qui est régulière? Oui, en fait, je trouve que le réseau est vraiment primordial parce que par le réseau de bouche à oreille, déjà les personnes nous font plus confiance parce que c'est des personnes de confiance qui nous recommandent. Donc finalement, en passant par la recommandation des contacts, on arrive plus facilement déjà à arriver à la bonne personne. Donc au lieu de passer par du classique, je sais pas, arriver sur le bureau de RH qui lit des CV toute la journée, d'être une personne parmi des milliers, essayer de faire une différence sur son CV, lettre de motivation. Personnellement, je trouve ça hyper dur, enfin fastidieux. Peut-être que quand on est junior, c'est l'étape qu'on peut moins y passer. Mais une fois que vous passez ce cap-là, personnellement, le réseau, ça m'a beaucoup aidé à trouver du coup la bonne personne directement. Question là-dessus, qu'est-ce que tu fais pour ton réseau? Est-ce que tu vas à des apéros comme cela? Est-ce que tu contactes des gens? Comment tu alimentes ton réseau? Comment tu le construis? Comment tu le sollicites ensuite? Ouais. Alors au tout début, c'est vraiment le relationnel au quotidien finalement, parce que quand je démarrais, c'était l'époque où, c'est il y a très longtemps, avant le Covid, où on passait du temps au café, etc. Donc, j'aime bien en fait déjeuner avec différentes personnes au plus possible. Que tu contactes toi-même? Oui, que je rencontre. En fait, ça me fait pas peur d'aller à une table où je connais pas grand monde parce que je sais qu'à la fin, on va connaître un peu plus à la fin d'un repas. J'aime bien aussi aller voir différentes équipes, comment ils travaillent, etc. Donc, c'est ce qui fait, je pense, la force d'aller rencontrer des inconnus de plus en plus et apprendre le plus possible. C'est ce qui m'a servi. Et lorsque j'ai eu à chercher, finalement, les réseaux que j'ai mis en place m'ont permis en fait de trouver la bonne personne plus rapidement. Ok, donc levier numéro 1, le réseau. Oui. Est-ce que tu as eu d'autres leviers, d'autres canaux qui t'ont amené des clients? Oui, c'est beaucoup via LinkedIn. Qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn? Alors... Du concret. Qu'est-ce que je fais sur LinkedIn? Bon, déjà, le plus basique que vous pouvez faire, c'est déjà mettre à jour votre profil LinkedIn, parce que je vois beaucoup de gens qui ont un profil, par exemple, sans photo, ou qui sont restés au stade étudiant alors que ça fait quelques années qu'ils sont actifs. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est des gens qui ne mettent pas en amont leur... ils mettent pas en valeur leur profil alors qu'au fur et à mesure, forcément, ils ont appris des choses, mais... du coup, c'est dommage de ne pas le mettre en avant. Personnellement, en tout cas à la fin d'un projet de mission, je prends le temps de noter ce que j'ai fait. Mais surtout, personnellement, j'aime aussi mettre en lumière vraiment là où je me suis plus éclatée à faire des choses. Donc les choses que j'ai plus aimé faire, je vais plus mettre en amont. J'analyse aussi les mots-clés qui sont utilisés pour les recherches d'offres. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent les talents sur LinkedIn en tapant sur les mots-clés. Donc si vous êtes bien référencé sur un mot-clé, vous avez plus de chances d'être retrouvé aussi dans les premiers résultats. Donc plus vous êtes facile à être retrouvé, plus vous avez une chance d'être contacté et puis décrocher une mission. Donc toi, tu as beaucoup de gens qui te contactent sur LinkedIn, c'est ça, pour des missions? Oui, alors pour des missions, mais aussi parfois des demandes de partenariat. Je trouve ça intéressant entre freelance, parce que tout seul, on est souvent expert dans un domaine, mais du coup, en combinant avec d'autres experts, on peut apporter encore plus de valeur aux clients. Est-ce qu'il y a d'autres canaux qui permettent de trouver des clients? Alors, je sais qu'il y a
par exemple Itobi Connection. Il y a Malte pour les freelances. Après, je pense que ça dépend. Les freelances, toi. Ok. Moi, c'est grâce à Itobi Connection que j'ai trouvé ma mission actuellement. Pour être en freelance. J'ai été contacté par d'autres sociétés de SN, de prestataires de services. Je pense que c'est un marché qui bouge beaucoup actuellement. Il y a beaucoup plus de gens qui passent en freelance et du coup les entreprises de SN ils sont aussi un peu plus ouverts à travailler avec des freelances parce qu'ils ont compris que maintenant le marché est pour la plupart des talents, on va dire en IT, c'est en pénurie, donc ils vont pas hésiter à aller chercher d'autres profils. Donc c'est une très bonne opportunité, je pense, pour se lancer en freelance. Tu disais que ton offre et ton positionnement a évolué entre le moment où tu te lançais, tu étais plutôt sur du marketing, et là tu es un peu conduite du changement. Oui. Comment tu as fait évoluer cette offre-là? Qu'est-ce qui t'a fait c'était quoi les réflexions? Au début, c'était par opportunité, parce que quand on a peu d'expérience, finalement, on va un peu vers où le vent nous emmène. Après, par la suite, du coup, mon premier travail, c'était avec une entreprise qui s'appelle Ardis. C'est une entreprise de SN qui travaille avec Schneider Electric. Donc, je retravaille avec Schneider Electric en tant que prestataire de service. Au début, j'ai été business analyst. C'est un métier que je ne connaissais pas forcément au début, mais le fait d'avoir connu le marketing au début, ça m'a aidé à réaliser ce rôle de business analyst, qui est un rôle entre le business et l'équipe technique. Donc, l'équipe métier avec qui je travaillais, c'était des marketeurs qui sont porteurs d'offres. Donc, finalement, les mêmes personnes que j'ai travaillé pendant mon alternance. Donc, j'ai pu, du coup, apporter ma valeur dans le sens où je comprenais leur métier et aussi l'équipe technique. Du coup, j'ai appris un peu aussi des métiers digitales, tels que product owner ou développeur. Ensuite, alors, conduite de changement, ça a été aussi une opportunité, parce qu'au bout de 6 mois, le produit avec lequel on a travaillé passait en run, enfin, on est sur le point de lancer, et en fait dans l'équipe, l'accompagnement au changement, justement, il manquait des personnes pour accompagner le lancement de ce produit-là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai switché sur la conduite de changement, et depuis, j'ai pas vraiment quitté ça parce que j'aime ce métier. Je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est un truc qu'on ne parle pas trop, c'est le fait de travailler avec des grosses boîtes quand on est freelance. On a beaucoup ce truc de travailler avec des startups ou des petites boîtes et avec une communication qui est assez fluide et assez simple en fait. Et il y a plein d'idées reçues sur le fait de bosser avec des grosses boîtes. On se dit que ça va prendre du temps, il y a des process, on ne sait pas qui est l'interlocuteur, il y a on se fait plein d'idées dans la tête. Toi, c'est quoi ton expérience de bosser avec des grosses boîtes? Et si tu devais peut-être identifier 2 côtés positifs et 2 côtés négatifs, qu'est-ce que tu sortirais? Alors, côté négatif, c'est sûr que quand on travaille avec les grands acteurs, ils sont lourds en fait. Par définition, ils ont plus de process qu'une petite boîte start-up. Même si ils tendent tout le monde aimerait tendre vers une agilité, il y a le nombre d'employés, d'équipes, et puis tout l'historique en fait de l'entreprise qui fait que ça reste une grosse entreprise. Donc oui, le côté process administratif, c'est un peu le côté inconvénient, je dirais. Complexité d'organisation, pour trouver le bon contexte, parfois c'est challengeant. Surtout là, je travaille vraiment le côté humain, donc je regarde beaucoup les organigrammes pour trouver les bonnes personnes. Et c'est vrai que c'est pas toujours logique dans comment c'est structuré. Et puis il y a beaucoup de monde. Par rapport à une petite boîte où on va peut-être plus facilement trouver la personne, et puis peut-être que les personnes sont plus accessibles aussi. Aussi, pour ma part, j'ai été dans mon expérience, j'ai été une fois interne entre guillemets, donc chez une grosse boîte en tant qu'employé. Donc j'ai vu un peu comment ça se passe de l'autre côté. Même si au départ, à ce moment-là, je cherchais une mission en freelance, mais cette offre-là me correspondait. La personne m'a trouvé sur LinkedIn aussi. Mais je me suis dit, pourquoi pas en fait découvrir de l'autre côté, en tant que client, comment ça se passe. Et donc j'ai découvert le bonheur de SAP, le fait de passer une commande, voilà, des budgets à gérer, etc.
J'ai découvert aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me sollicitaient par LinkedIn, mais malheureusement pas des personnes qui travaillent bien leur message. Donc là, on parle un peu de prospection, on parle de comment attirer le client idéal. Moi, j'ai connu un peu les mauvaises pratiques de prospection, les personnes qui ne prennent pas le temps de travailler leur message, pourquoi ils me contactent, ou les personnes qui me contactaient simplement parce que sur mon profil, j'ai le nom d'une grosse boîte. C'est vrai que ça a été assez frustrant comme expérience, et je me suis dit, en fait, il ne faut pas que je reproduise la même chose quand je suis du coup freelance. Parce qu'on n'aime pas être prospecté de mauvaise manière, on n'aime pas être approché par les gens quand on ne connaît pas vraiment, on ne sait pas pourquoi on nous contacte. Donc voilà, c'est des choses, je pense, qui sont intéressantes à prendre en compte. Le côté positif. C'est ce que j'allais dire. Le côté positif. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les multinationales parce que c'est les personnes qui... J'aime bien travailler dans un environnement international, donc avec les collègues qui viennent un peu partout dans le monde. L'idée aussi que quand vous travaillez avec un grand groupe, vous allez rencontrer plein de métiers différents. Et ça fait vraiment partie des choses que j'aime dans ma mission, c'est que je découvre vraiment des mondes que je ne connaissais pas du tout. Le fait que j'ai un métier qui m'amène à rencontrer des gens, à interviewer les gens, à comprendre leur job, c'est quoi leur job au quotidien, et aussi réfléchir à comment les accompagner dans le changement, c'est hyper intéressant. Et est-ce que je me trompe si je dis aussi que les plus grosses boîtes ont aussi plus de budget pour payer des freelances? Parce que c'est pas forcément le cas. Si, je pense. C'est vrai que pour mon profil, déjà, je vois pas vraiment d'opportunité à accompagner des petites boîtes, étant donné que les impacts sont beaucoup plus minimes. Les grosses boîtes, généralement, ils ont des gros projets à mettre en place, des gros projets de transformation, et parce que, comme ils sont lourds par définition, ils veulent être plus agiles, ils veulent bouger les choses plus vite, mais leur poids ne leur permet pas de changer aussi vite. Peut-être qu'une petite boîte va pouvoir en fait gérer le changement tout seul, avec peut-être quelques conseils, mais n'auront pas besoin d'un accompagnement. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place comme action, comme stratégie pour aller trouver ton client idéal? Moi, je dirais que je passe beaucoup par ce qu'on peut appeler la marque personnelle. C'est un terme que j'ai découvert après, mais finalement, ça fait beaucoup de sens. En tant que freelance, on n'est plus présenté par une boîte, on est soi-même une boîte. Donc, notre réputation, finalement, c'est vraiment clé. Le fait que pourquoi un client travaille avec toi et pas avec une autre personne, c'est parce que tu apportes quelque chose de spécial. Donc c'est la personne, soi-même, ce que tu apportes comme, ce que tu as comme valeur, ce que tu partages avec ton client au quotidien, ce que tu lui apportes comme valeur. C'est des... Et comment tu travailles du coup ta marque personnelle? Qu'est-ce que tu fais? Alors comment je fais? Donc pareil, le plus possible, je vais solliciter les personnes à écrire un petit feedback par rapport au travail que j'ai fait. Donc déjà, sans communiquer sur LinkedIn, je pense que c'est hyper important pour s'améliorer personnellement. Et puis, quand on a fait du bon boulot, c'est bien de le faire savoir aussi. Donc, et puis sur votre profil, du coup, ça apporte une crédibilité, le fait d'avoir eu des clients passés qui vous écrivent une recommandation finalement. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié comme travail chez vous, comment ça s'est passé. Donc ça met vraiment en amont toutes les valeurs qu'on a apportées aux clients, que parfois on ne communique pas forcément et c'est dommage. Donc ça ajoute, je pense, sur la crédibilité perçue. Est-ce que tu crées du contenu aussi pour Alors ça c'est un axe d'amélioration. Je pense beaucoup, mais j'ai encore... c'est des questions que je me pose aussi parce que c'est vrai que mes contacts au quotidien, je les vois pas forcément très actifs sur LinkedIn. Néanmoins, je pense que c'est important quand même de rester présent. Donc non seulement avoir un profil à jour par rapport à ce que vous savez faire,
mais aussi créer du contenu, ça permet encore mieux d'être trouvé parce qu'on a plus d'occasion finalement de montrer ce qu'on sait faire. Ouais. S'il y a des freelances aujourd'hui dans la salle qui se disent moi j'aimerais bien essayer de bosser avec une grosse boîte, mais je ne sais pas vraiment comment je trouve cette mission-là, comment l'approcher, quel conseil tu donnerais pour aller trouver cette mission-là? Est-ce qu'il faut se mettre sur Little Big Connection? Est-ce qu'il faut les démarcher directement? Si oui, qui est-ce que tu contactes? C'est toujours ce truc-là. Est-ce que tu fais du contenu? Est-ce que tu fais du réseau? Comment est-ce que tu ferais Personnellement, ce qui a le plus marché, c'est vraiment par la plateforme LinkedIn. Je pense que les grosses boîtes, ils n'ont pas encore forcément le réflexe d'aller voir Malte, crème de la crème. Little Big Connection. Little Big Connection, pour le coup, ils travaillent vraiment avec les grosses boîtes. Donc, si vous êtes à la recherche d'une mission, déjà, vous pouvez présenter votre profil. Et puis, si jamais ils ont des appels d'offres, ils pourront vous contacter. Et quand tu parles de LinkedIn, essayons d'être précis, tu fais pas de prospection? Non. Tu optimises ton profil pour remonter selon certains mots-clés, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai jamais eu à trouver... quand je dis attirer le client idéal, c'est dans le sens où je n'ai pas à prospecter. C'est les personnes qui me trouvent, soit par le réseau, parce qu'on se connaît, soit par le recherche, parce que justement, je vais travailler mon profil pour qu'il soit optimisé. Je fais mon profil en anglais et en français aussi, parce que je cible les clients multinationaux. Donc voilà, selon votre client idéal, il faut vraiment travailler votre profil à ce qu'il soit parlant en fait pour votre client, que vous utilisez le vocabulaire qu'il a l'habitude d'utiliser, vous le communiquez, vous imaginez votre client en face et comment vous allez lui parler, présenter. Plus vous montrez que vous connaissez le client, ses problématiques, plus vous avez une chance aussi d'obtenir une mission, parce qu'il va comprendre que vous êtes la bonne personne à contacter pour l'accompagner sur ses problématiques. Ok, est-ce que quelqu'un a une question? Je pense qu'on arrive au bout de la petite demi-heure. Est-ce que quelqu'un a une question peut-être sur la relation freelance-grand groupe? Je pense que ça peut être hyper intéressant, tu as l'habitude de bosser avec les freelances, avec des grands groupes. Une question? Si, vas-y. Si jamais tu as une mission qui est assez prenante en termes de temps, de volume horaire, etc., comment tu jongles avec potentiellement 2 ou 3 clients pour t'assurer de ne pas consacrer l'intégralité de ton temps à un seul client? C'est une très bonne question. Personnellement, je suis restée pour l'instant avec un client principalement, parce que ce client m'apporte déjà pas mal de missions. Au sein de ce client, j'ai plusieurs projets à gérer. Donc, je suis passée au début un seul projet à plusieurs projets. Déjà, c'est un changement qui peut prendre du temps, de l'énergie, de la gestion. Ça challenge vraiment le sens d'organisation, priorisation, que je trouve hyper intéressant, avant de passer sur du meeting client. Personnellement, je ne suis pas fermée à cette option. C'est vrai que je pense qu'il faudrait encore mieux gérer son temps, encore mieux cadrer la mission avec le client, parce que le risque, du coup, avec un client qui est très demandeur, parce qu'il sait que vous faites du bon travail, que vous pouvez accompagner possiblement avec autre chose que vous avez convenu, en dehors du temps que vous avez défini ensemble, ça peut être risqué, du coup, si vous êtes sur plusieurs clients, de délaisser d'autres clients. J'ai aussi d'autres collègues qui essaient de travailler avec plusieurs clients. Si vous avez un client prenant, je pense qu'au début, il vaut mieux prendre le temps de stabiliser dans la première mission. Déjà, avec votre client, si vous êtes déjà, par exemple, à 80%, ça veut dire que vous avez déjà principalement cette charge avec ces clients. Donc, je conseille déjà de stabiliser la relation avec ces clients avant de se dire combien de temps vraiment je peux dégager pour un autre client. Je pense que c'est important, parce que si vous partez directement sur multiples clients en n'étant pas stable sur le premier client, ça pourrait décevoir en fait votre client principal, parce que je pense qu'un client qui vous engage à 80% de votre temps n'aimerait pas savoir que finalement vous avez consacré 50% de votre temps avec un autre client. Après, c'est vous comment vous gérez. Je sais qu'il y a des personnes qui
qui font par forfait, par exemple, s'ils s'engagent sur un résultat et que vous arrivez à faire votre résultat en temps et qui vous permet quand même de libérer pour d'autres clients, pourquoi pas dans ce modèle-là. Ça dépend aussi du type de mission que tu fais, quoi. Oui, voilà. C'est sur des grosses missions, des missions longues, très prenantes, où effectivement, oui, c'est ça. Ça fait du sens de n'avoir qu'un seul client à la fois, quoi. Oui. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi.